6 semaines après avoir enterré mon mari, je me suis assise dans ma voiture sur un parking de Birmingham, me répétant que je n'y allais que pour le bébé. Dani m'avait appelé 3 fois. Elle disait que Charelle avait besoin de sa tante. J'ai failli ne pas y aller. Quelque chose en moi, cette part restée silencieuse et attentive pendant des mois, me disait de rester à la maison. Je ne l'ai pas écouté. J'ai enfilé une robe noire qui ne faisait ni tout à fait deuil, ni tout à fait fête, et j'ai quand même conduit jusqu'à la salle de réception. Je m'appelle Arinda Gibson. J'ai 38 ans. Je possède 4 supermarchés dans cette ville. Et il y a 6 semaines, j'ai enterré l'homme qui avait bâti un empire à mes côtés pendant 11 ans. J'apprenais encore à dormir dans une maison silencieuse lorsque j'ai franchi cette porte. Le lieu était magnifique, des arches de ballon, un gâteau personnalisé, un photographe qui circulait dans la pièce comme s'il s'agissait d'un mariage. Dani m'a accueilli à la porte les bras grands ouverts et m'a serré dans ses bras plus longtemps qu'il ne le fallait. Elle s'est reculée, a regardé mon visage et m'a dit que j'avais l'air forte. Je lui ai dit merci. Si elle le pensait vraiment, je ne saurais le dire. J'avais cessé de savoir la lire clairement au cours de l'année écoulée, et je ne venais que récemment d'en comprendre la raison. Nous étions 12 dans cette pièce. Des amis communs, quelques visages que je reconnaissais de l'église. 2 femmes que j'avais vues aux événements professionnels de Dani. Nous avons mangé. Nous avons chanté. Charelle était assise sur sa chaise haute dans une robe jaune avec un nœud plus grand que sa tête, absolument pas perturbée par tout cela, comme seul un enfant d'un an peut l'être. Au bout de 30 minutes, Dani a posé son verre et a demandé l'attention de l'assemblée. Si vous regardez cela en ce moment même, je veux vous demander une chose. Écrivez-leur dans les commentaires. Matin, après-midi, minuit, où que vous soyez au moment où cela vous parvient, dites-le moi, car ce que je m'apprête à vous dire. Il y a encore des jours où j'ai du mal à croire que cela s'est réellement produit. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à partager, quelque chose qu'elle portait seule depuis trop longtemps. Sa voix était posée, exercée, la voix d'une femme qui avait répété ce moment jusqu'à en lisser la moindre nervosité. Elle a affirmé que Charelle était la fille de Norbert Gibson. Elle a affirmé qu'elle avait droit à la moitié de la succession Gibson. Puis elle a plongé la main dans son sac et a posé un document sur la table, un testament, portant le nom de Norbert. Dani Mutton et Charelle Mutton y figuraient comme bénéficiaires. Elle l'a fait glisser vers moi avec le calme d'une femme qui se croyait déjà victorieuse. La pièce est devenue totalement silencieuse. Chaque personne présente s'est tournée vers moi, guettant des larmes, de la rage, attendant que je m'effondre lors de la fête d'anniversaire d'un bébé, 6 semaines seulement après des funérailles. J'ai ramassé le document. Je l'ai lu. Je l'ai reposé. J'ai regardé Dani et j'ai dit, d'accord. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Elle ne s'était pas préparée à un « d'accord ». J'ai compris exactement ce qu'elle avait fait et précisément pourquoi elle l'avait fait à cet endroit. Une lettre privée peut être enterrée. 12 témoins ne peuvent pas être effacés. Elle avait calculé que je dépenserais n'importe quelle somme pour protéger discrètement le nom des Gibson plutôt que de la combattre publiquement. Elle m'avait regardé porter ce nom à bout de bras pendant 11 mois de maladie, des funérailles et 6 semaines de deuil. Elle pensait connaître mon prix. Elle arrivait 2 ans trop tard. En sortant, je suis passé devant la chaise haute de Charelle. Je me suis arrêté. Je suis resté là à regarder ce bébé dans sa robe jaune, ses mains serrées autour d'un gobelet en plastique, totalement inconsciente du fait que sa mère venait de tenter de l'utiliser comme une arme. Il ne l'est pas touché. Je l'ai simplement regardé. Puis j'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai appelé Presswood. Il était déjà au courant. Quelqu'un dans cette pièce avait publié l'information dans l'heure qui suivait. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je lui ai répondu que ce n'était pas le cas. J'ai ajouté que je serais à son bureau lundi matin. Il a dit qu'il préparerait du café. J'ai tendu le bras vers le café avant de me souvenir. Ma main se dirigeait déjà vers le placard. Le même placard, le même geste. 11 ans de mémoire musculaire. Et puis je me suis arrêté. Je suis resté là, planté dans ma cuisine un dimanche matin, la main suspendue en l'air, tandis que le silence m'oppressait de toutes parts. Il faisait toujours le café tous les dimanches, sans exception. Je ne lui avais jamais demandé. Il le faisait, tout simplement. De la même façon que certains témoignent leur amour par de grands gestes, d'autres le prouvent par un acte discret, inlassablement répété,
jusqu'à ce qu'il devienne l'architecture même de vos matinées. J'ignorais à quel point ma paix intérieure résidait dans cette petite routine avant de me retrouver là, ma tasse vide, ne sachant plus quoi faire de mes mains. Je l'ai préparé moi-même. Il avait exactement le même goût. C'était presque pire. Je veux vous parler de l'homme que j'ai épousé avant de vous raconter quoi que ce soit d'autre sur ce qui nous est arrivé. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion du conseil municipal de Birmingham, 9 ans avant le diagnostic de son cancer et 12 ans avant tout cela. Norbert présentait un projet de développement commercial pour un secteur d'Ansley. Je m'y opposais. Son projet aurait déplacé 3 commerces appartenant à des personnes noires, y compris l'emplacement de mon premier supermarché. Je suis venu avec des documents qu'il n'avait pas anticipés. Des contrats de bail, des données sur le trafic piétonnier, une lettre signée par chaque propriétaire de commerce concerné. Il a écouté chaque mot que j'ai prononcé avec une attention telle qu'on avait l'impression que la pièce s'était rétrécie. Il n'était pas d'accord avec ma conclusion, mais il respectait mes preuves. 2 jours plus tard, il m'a appelé. Il a dit que c'était au sujet du projet. Dès sa première phrase, j'ai su qu'il ne s'agissait pas du projet. Nous nous sommes mariés 14 mois après cet appel téléphonique. Les premières années ont été belles, de la façon dont les choses réelles le sont. Pas parfaites, pas sans douleur, mais vraies. Nous voulions des enfants. Cette partie-là ne s'est pas déroulée comme prévu. La première fausse couche est survenue à 11 semaines. Je me souviens de son visage dans ce couloir d'hôpital. Pas le visage d'un homme cherchant une parole utile à dire, mais celui d'un homme qui comprenait que rien d'utile n'existait et qui choisissait malgré tout de rester dans le silence avec moi. La deuxième est survenue à 14 semaines, la troisième à 8. Après la troisième, la médecin nous a fait asseoir. Elle a parlé avec précaution et bienveillance, prononçant les mots auxquels je m'étais préparé. Norbert a pris mes 2 mains dans les siennes, de l'autre côté de la table d'examen. Il m'a regardé et m'a dit, « Nous nous suffisons. Rien que nous deux, c'est assez. » Il l'a dit sans théâtralité, sans précipitation, comme un homme qui avait déjà fait son deuil en privé et qui était parvenu à un sol solide pour que j'aie un endroit où me poser. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le temps que cela lui avait demandé. Dany était présente à travers tout cela, dans chaque salle d'attente, chaque lendemain matin. C'était elle qui apportait de la nourriture sans qu'on le lui demande, qui comprenait quand le silence était plus utile que les mots, qui s'asseyait à mes côtés les soirs où Norbert ne savait que faire de sa propre impuissance. Je lui ai confié les périodes les plus vulnérables de ma vie. Je lui ai livré ces parts de moi que je ne montrais à personne d'autre. Je croyais que c'était à cela que servaient les meilleurs amis. Hier soir, après être rentré de cette fête d'anniversaire, j'ai retrouvé une photographie. Nous 3, moi, Norbert, Dany, lors d'un voyage que nous avions fait il y a des années. Tous les 3 riant de quelque chose que l'appareil avait capturé avant même que nous l'ayons vu venir. La main de Norbert sur mon épaule. Dany se penchant comme si elle était exactement là où elle devait être. J'observe cette photo depuis 1 heure. Je pense savoir enfin quand le basculement s'est produit dans son regard. Je pense connaître l'instant précis où tout a changé. Je ne suis pas encore prête à le dire. La photo que j'ai retrouvée hier soir a été prise lors de la fête de notre 10e anniversaire de mariage. Je connais le moment exact où l'appareil l'a saisi parce que je me rappelle de quoi nous rions. Quelque chose que Norbert avait dit juste avant le flash, une chose insignifiante et intime qui n'aurait eu aucun sens pour quiconque d'autre dans cette pièce. C'est le genre de chose qu'une décennie construit. Un langage que personne d'autre ne parle. Je veux vous ramener à cette nuit-là, car je crois que c'est là que tout ce qui a suivi s'est secrètement décidé. La maison était pleine. Nous avions peut-être 40 invités, de la famille, des amis proches, des gens qui nous avaient vu bâtir à partir du premier supermarché d'Ansley jusqu'à ce que l'entreprise était devenue à ce moment-là. Norbert m'a rejointe au bas des escaliers quand je suis descendu. Il n'a rien dit. Il m'a simplement regardé comme il le faisait depuis cette réunion du conseil municipal, comme si j'étais toujours le problème le plus intéressant avec lequel il avait décidé de cesser de se disputer. Je me rappelle avoir éprouvé un bonheur sincère cette nuit-là. Pas un bonheur de façade, pas un bonheur de soulagement, mais ce type bien spécifique de bonheur qui appartient à une femme qui a construit quelque chose de réel aux côtés de quelqu'un de réel et qui le ressent au plus profond de ses os. Vers 21 h, j'ai remarqué que Dany n'était plus dans la pièce. Je l'ai trouvée sur le porche arrière, debout contre la rambarde, un verre à la main dont elle ne buvait pas.
Elle regardait le jardin comme si quelque chose là-bas retenait son attention. Je suis sorti et je lui ai demandé si elle allait bien. Elle s'est retournée, a souri, a dit qu'elle allait bien, qu'elle était juste fatiguée. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, lui ai dit qu'elle pouvait partir quand elle le souhaitait, et je suis retourné à l'intérieur. Je n'y ai pas pensé une seule seconde, absolument pas. J'ai rejoué cette scène du Porsche 100 fois depuis hier. Ce que j'ai vu sur son visage n'était pas de la fatigue. Je le sais maintenant avec la clarté que seul le recul et la trahison peuvent produire ensemble. Au début, j'ai pensé que c'était de la solitude. Puis, après tout ce qui s'est passé, je me suis persuadé que c'était à cause de Norbert. En vérité, je ne suis pas sûr que l'une ou l'autre explication soit complète, car quelques minutes avant que je ne la trouve dehors, elle se tenait dans mon bureau, observant une photo encadrée du jour de l'ouverture du magasin de Woodlawn. Je m'en souviens à présent. Elle m'avait demandé combien de succursales nous avions à ce moment-là. Elle avait demandé combien d'employés travaillaient dans l'ensemble des 4 magasins. Puis elle avait ri et avait dit qu'elle aurait dû choisir une autre voie professionnelle. Sur le moment, cela semblait inoffensif. La plupart des choses dangereuses le semblent. Ce que je sais maintenant, c'est que quelque chose dans cette maison avait capturé son attention. Peut-être était-ce le mariage. Peut-être était-ce cette vie. Peut-être avait-elle cessé de séparer les deux. Je comprends ce sentiment. Je veux être précise à ce sujet. Comprendre n'est pas excuser. Le désir est réel. L'envie est humaine. Se tenir au bord du bonheur d'un autre et aspirer à sa propre version de celui-ci n'est pas un crime. Pour la plupart des gens, c'est juste un jour comme un autre. La question n'a jamais été de savoir si on le ressent. La question est toujours de savoir ce qu'on décide d'en faire. Danny a pris sa décision non pas cette nuit-là sur le Porsche, mais au cours de l'année qui a suivi. Ce que j'ai remarqué dans les mois qui ont suivi cet anniversaire, c'est un changement de température que je ne pouvais pas nommer à l'époque. De petites remarques déguisées en plaisanterie. De discrètes comparaisons glissées dans des conversations ordinaires. Une façon de regarder ce que je possédais, mes magasins, ma maison, mon mariage qui recelait quelque chose sous la chaleur apparente. Quelque chose que je me disais imaginer parce que je l'aimais. Et l'amour a l'art de s'obstiner dans son propre aveuglement. Je ne l'imaginais pas. J'ai beaucoup pensé à ce Porsche depuis hier soir. À ce que je lui avais demandé et à ce que je ne lui avais pas demandé. Je lui ai demandé si elle allait bien. J'ai passé mon bras autour d'elle et je suis retourné à ma fête. J'aurais aimé lui demander autre chose. Non pas, est-ce que tu vas bien? Cette question n'obtient jamais que la réponse que l'autre a déjà préparée. J'aurais aimé lui demander ce qu'elle attendait de sa vie, de ses amitiés, des années qu'il attendait encore. Une réponse honnête à cette question, cette nuit-là, aurait pu changer le cours de bien des choses. Et 1 an plus tard, la direction était prise. La vaisselle était encore sur la table. Je me souviens de ce détail avec clarté. Les assiettes que nous n'avions pas débarrassées, les verres contenant encore un dernier fond d'eau, les traces ordinaires d'un repas qui n'avait aucune idée de ce qui allait se passer dans cette même pièce. Norbert avait été silencieux pendant le dîner. Non pas le silence d'un homme malade qui économise ses forces, mais un autre silence, de ceux qui ont un poids et une direction. Il portait quelque chose en lui depuis 6 mois. Je l'avais ressenti et m'étais dit que c'était le cancer. Le diagnostic était tombé 2 mois plus tôt. Pancréatique, agressif, le genre de nouvelle qui redéfinit chaque silence dans une maison. J'avais attribué tout ce que je ne m'expliquais pas à cela. J'avais tort. Il a commencé à parler avec la précision d'un homme qui s'était assez exercé pour aller jusqu'au bout sans s'arrêter. Il n'a pas tourné autour du pot. Il n'a pas adouci l'entrée en matière. Il a dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir, et qu'il allait tout me dire. La liaison avait été brève. 2 ans et demi auparavant. Un échec unique au cours d'11 années, qu'il ne pouvait expliquer d'aucune manière susceptible de nous aider l'un ou l'autre, et il avait choisi de ne pas essayer. Il y avait mis fin. Il croyait que c'était terminé. Pendant un long moment après cela, aucun de nous n'a parlé. La pièce semblait plus étroite. Non pas à cause de ce qu'il venait de dire, mais à cause de tout ce qu'il n'avait pas encore dit. Je savais qu'il y avait autre chose. Je le voyais sur son visage. La liaison en elle-même n'était pas ce qui le voyait se vider de sa substance depuis 6 mois. Quelque chose s'était produit après.
quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Lorsqu'il a enfin continué, sa voix a changé. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour que Jean perçoive la différence. Il m'a dit que quelqu'un de ma vie était revenu dans la sienne en apportant des informations dont il ne savait que faire, des informations qui auraient dû rester enterrées. Des informations qui étaient peu à peu devenues un problème que ni l'un ni l'autre ne pouvions nous permettre d'ignorer. J'ai demandé qui. Il a baissé les yeux vers la table avant de répondre, Danny. J'aimerais pouvoir vous dire que d'entendre son nom m'a choqué. Ce ne fut pas le cas. Non pas parce que je la soupçonnais, mais parce qu'au cours de l'année précédente, il y avait eu des moments que je ne pouvais expliquer. Des petites choses, une remarque étrange, un regard inhabituel, d'infimes décalages qui ne duraient jamais assez longtemps pour que je puisse les saisir. Rien de concret, juste assez pour que le fait d'entendre son nom ressemble moins à un coup de foudre qu'au clic d'une serrure qui s'ouvre au loin. Norbert a continué de parler. Il m'a dit que Danny l'avait abordé des mois plus tôt avec quelque chose qui, selon elle, allait tout changer. Il a dit qu'elle l'avait présenté avec une certitude absolue. Il a dit qu'elle semblait convaincue que ce qu'elle détenait lui conférait un pouvoir. Je lui ai demandé si c'était vrai. Il a dit qu'il ne savait pas. Cette réponse a frappé plus fort que tout ce qu'il avait dit d'autre. Non pas parce que l'incertitude est pire que la certitude. Mais parce que l'incertitude laisse la place à tous les désastres possibles. Je suis resté totalement immobile pendant tout ce temps. Je veux être honnête sur la nature de cette immobilité. Ce n'était pas de la dignité. Ce n'était pas de la grâce. C'était mon esprit qui tournait à une vitesse que je ne peux pas pleinement décrire, passant en revue chaque implication, chaque possibilité, chaque version de ce que les 60 prochaines secondes allaient devenir, selon ce qui m'attendait encore au bout de son récit. J'ai envisagé de partir. Je veux que vous compreniez que j'ai envisagé cette option pleinement et honnêtement. Je l'ai retournée dans tous les sens. Je l'ai regardée sous tous les angles. Je lui ai accordé le poids qu'elle méritait. Puis j'ai regardé Norbert. Il y a une différence entre un homme qui vous fait défaut et un homme qui cesse de se soucier de savoir si vous le savez, ce n'est pas la même chose et cela n'emporte pas les mêmes conséquences. Norbert était malade, il était terrifié, et il avait porté cela pendant 6 mois au-delà du moment où sa propre mortalité rendait le silence inacceptable. Il me le disait alors que des options plus faciles lui restaient accessibles. Il a choisi la voie la plus difficile, cela m'en disait long sur qui il était encore sous sa défaillance. J'ai pris 3 décisions dans cette immobilité, je ne partais pas, je ne m'effondrais pas, et Danny Mutton n'allait pas dicter ce qu'il adviendrait de mon avenir. Je l'ai regardé et lui ai posé une seule question, as-tu toujours son numéro? Il a dit oui. J'ai dit, bien. Puis je lui ai dit exactement ce que j'avais besoin qu'il fasse. Ce fut la nuit où mon mari a cessé de porter ce poids tout seul. Et la nuit où je l'ai ramassé pour le transformer en toute autre chose. J'en ai fait de l'architecture. Une semaine après que Norbert m'eut tout raconté, nous nous sommes assis tous les 3 à la table de la cuisine. Stone Presswood était notre avocat depuis 7 ans. Ce n'était pas un homme à utiliser 2 mots quand un seul suffisait, et il n'utilisait pas un seul mot quand le silence était préférable. Il est entré, a posé son bloc-notes juridique sur la table, et a exposé exactement ce à quoi nous faisions face, avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà vu des variantes de cette situation et savait précisément où chacune d'elles tendait à mener. Il a anticipé la demande en recherche de paternité. Il a anticipé l'exposition de la succession, la façon dont une demande liée à une grossesse contre un homme possédant des actifs importants crée une vulnérabilité juridique immédiate si les actifs ne sont pas correctement positionnés. Il a anticipé la tentative de falsification. Il a dit qu'il avait déjà vu cette manœuvre spécifique dans des dossiers au profil similaire, et que c'était presque toujours le dernier coup de quelqu'un qui se préparait pour un instant unique depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Ses recommandations étaient précises et présentées dans l'ordre. Nous avons examiné chacune d'elles sans hâte et sans affect. Lorsqu'il est parti ce soir-là, nous avions un plan, et ce plan suivait une séquence. Le premier mouvement revenait à Norbert. Il a appelé Danny 3 jours plus tard. Il lui a dit que son avocat avait soulevé des questions sur leur arrangement et qu'il voulait devancer le problème avant que les choses ne se compliquent. Il a gardé un ton décontracté, légèrement inquiet. La voix d'un homme qui avait besoin d'elle pour gérer un problème, plutôt que celle d'un homme qui venait de passer une semaine à monter un dossier. Il a mentionné en passant que j'étais à Huntsville pour rendre visite à ma famille pour la semaine. Elle a accepté de venir à la maison le lendemain après-midi.
Elle est arrivée vêtue d'une jolie robe. Je l'ai remarqué plus tard. Norbert l'a mentionné et je l'ai consigné comme une information sur son état d'esprit. Elle s'était habillée pour une négociation qu'elle pensait remporter. Elle ignorait que le téléphone de Norbert enregistrait dès l'instant où elle avait frappé à la porte. Elle ignorait que je me trouvais dans la pièce attenante à la cuisine, le dos contre le mur, la main pressée à plat contre celui-ci non pour me retenir, mais parce que mes mains avaient besoin d'être quelque part où personne ne pouvait les voir. Dany s'est assise à ma table de cuisine, cette même table où Ston avait posé son bloc-notes 7 jours auparavant, cette même surface sur laquelle j'avais traversé 3 pertes qui avaient refaçonné mon être. Les 4 mêmes murs qui avaient abrité 11 ans de dimanches ordinaires. Elle s'est assise dans ma maison et a formulé ses exigences avec l'assurance d'une femme persuadée que le rapport de force jouait entièrement en sa faveur. Elle voulait un paiement mensuel structuré, officialisé par écrit, pour un montant qui avait considérablement augmenté par rapport à ce que Norbert lui versait auparavant. Elle a déclaré que si ce n'était pas officialisé, elle rendrait l'affaire publique. Elle laisserait Birmingham juger par elle-même du genre d'homme qu'était réellement Norbert Gibson. Elle a affirmé qu'elle avait des documents. Elle n'a pas précisé de quelle nature ils étaient. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le sous-entendu était l'arme, et elle savait s'en servir. La voix de Norbert n'a pas changé une seule fois durant l'échange. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il avait besoin de quelques jours pour s'entretenir avec son avocat. Il a ajouté qu'il appréciait qu'elle soit venue. Elle est partie satisfaite. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer, et je suis resté debout dans cette pièce à respirer. Ston est intervenu le soir même. Il a appelé dans l'heure qui a suivi la réception de l'enregistrement. Il a dit que chaque mot avait été capturé de manière limpide. Il a précisé que l'État de l'Alabama n'exigeait le consentement que d'une seule partie pour procéder à un enregistrement, et que le consentement de Norbert était le seul nécessaire. Il a ajouté que l'enregistrement était pleinement recevable. Dany était sortie de ma maison cet après-midi-là en pensant tout détenir. Elle était partie en y laissant tout. Le matin où Dany a publié la naissance de Sharel, j'étais déjà réveillé. J'ai vu l'annonce avant 6 heures. Une photo d'un bébé dans une couverture rose, les yeux fermés, les doigts repliés, complètement nouveau dans un monde qui n'avait aucune idée de ce que sa mère avait construit autour de lui avant son premier souffle. La légende disait, elle est parfaite. Les commentaires ont afflué rapidement. Je les ai tous lus. L'après-midi même, j'ai commandé une couverture faite main auprès d'une femme de Homewood qui fabriquait des couvertures de bébés pour ma communauté paroissiale depuis 30 ans. J'ai écrit une carte à la main. J'ai écrit à Dany que je l'aimais, que j'aimais ce bébé et que j'étais si heureuse de sa venue. Je pensais la seconde partie de cette phrase plus qu'elle ne le saura jamais. Dany a publié le cadeau le lendemain. Elle a brandi la couverture face à la caméra en déclarant que j'étais la meilleure amie qu'une femme puisse avoir. Ses abonnés ont approuvé. J'ai aimé chaque commentaire. Je veux que vous compreniez ce que c'était. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de la confusion. C'était la chose la plus disciplinée que j'ai faite en 13 mois de discipline constante. Jouer la bienveillance pour un public de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se tramait en dessous. Car dès l'instant où Dany aurait cru que je soupçonnais quelque chose, le plan aurait changé, et tout ce que nous avions construit aurait changé avec lui. 2 semaines après la naissance de Sharel, Ston a organisé une enquête de recherche d'ADN privée par le biais de professionnels agréés traitant ces questions de droit de la famille. Chaque étape a été documentée. Chaque étape a respecté la législation applicable. Les procédures de traçabilité ont été maintenues, du prélèvement jusqu'aux analyses. Je ne détaillerai pas la méthode. Je vous dirai simplement que cela a été géré correctement, légalement, et avec le genre de précision qui rendait le résultat fiable pour l'usage que nous devions en faire. Ston avait été clair avec moi dès le début. Un tribunal finirait par ordonner son propre test si la paternité devenait un enjeu juridique. Ce résultat n'était pas destiné à la cour. Il était pour moi. Il était fait pour que je sache ce que je portais en moi avant que quiconque ne me demande de le porter publiquement. 3 semaines plus tard, le résultat est arrivé. J'ai fixé l'enveloppe scellée contenant le rapport pendant près de 10 minutes avant de l'ouvrir. Cette partie surprend souvent les gens quand je le raconte, non pas parce que j'avais peur des documents, mais parce que je savais qu'une fois que je saurais, je ne pourrais plus l'ignorer. Tant que l'enveloppe restait fermée, toutes les possibilités existaient encore. Dès l'instant où je l'ouvrirais,
un avenir possible disparaîtrait à jamais. J'étais assise seule à la table de ma cuisine. La maison était silencieuse. Norbert dormait à l'étage. Le rapport était posé devant moi. Je me souviens avoir touché le bord de l'enveloppe et avoir réalisé quelque chose que je ne m'étais pas tout à fait avoué jusqu'à cet instant. Depuis des mois, je me préparais à plus d'une issue. J'étais resté éveillé dans l'obscurité, réfléchissant à des scénarios que je n'aurais jamais pensé devoir envisager de ma vie. Je m'étais posé des questions difficiles, des questions de loyauté, de pardon, d'enfant, de responsabilité. Je m'étais forcé à y répondre avec honnêteté. Quel que soit le contenu de ce rapport, j'avais l'intention d'y faire face. Finalement, je l'ai ouvert. J'ai lu chaque page. Puis je les ai relus. Et une troisième fois encore. Non pas parce que la formulation était complexe, mais parce que je voulais être absolument certaine de bien comprendre ce que j'avais sous les yeux avant de m'autoriser à y réagir. Je me suis accordé cette soirée-là, tout entière. Je me suis assise dans le silence et j'ai laissé chaque pensée arriver dans l'ordre qu'elle voulait. Certaines apportaient du soulagement, d'autres de la tristesse, d'autres des questions auxquelles je n'étais pas encore prête à répondre. Lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin, ma décision était prise. J'ai appelé Ston. Je lui ai dit que le rapport resterait privé pour l'instant. Il a acquiescé. Le document a été placé exactement là où il devait l'être, documenté, préservé et disponible si le jour venait où la vérité devrait s'exprimer dans un tribunal plutôt que dans un tiroir de classeur. Puis nous avons avancé. Le rapport ne changeait rien à ce que Danny avait fait. Il ne changeait rien à l'enregistrement. Il ne changeait rien aux dispositions successorales déjà en cours ni au testament que Ston avait anticipé qu'elle finirait par produire. Ce qui l'a changé, c'est moi. Parce qu'à partir de ce jour-là, je ne me préparais plus à des hypothèses. Je me préparais à des faits. Et les faits sont bien plus faciles à articuler. J'étais prête pour ce moment. J'étais déjà prête pour tout. 3 semaines après la fête d'anniversaire, je parcourais l'allée de mon magasin de Woodlawn à 8 heures du matin, comme je le fais chaque 3e mardi du mois. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Non pas l'emploi du temps, mais l'acte lui-même. J'ai construit ce magasin à partir d'un contrat de bail et de la conviction que les habitants de Woodlawn méritaient un endroit où acheter de la vraie nourriture sans avoir à conduire 40 minutes. Avant Woodlawn, il y avait Ansley, qui était le premier, celui dans lequel j'avais mis tout ce que je possédais avant même d'avoir quoi que ce soit à perdre. Puis Eastlake, puis West End. 4 magasins répartis dans 4 quartiers de Birmingham à qui l'on avait répété pendant des décennies que certaines choses ne leur étaient pas accessibles. Je les ai rendus accessibles. Mon responsable de rayon ce matin-là se déplaçait dans la section des produits laitiers devant moi, un presse-papier à la main, annonçant des chiffres d'inventaire que je savais déjà déficitaires parce que la livraison du mardi avait du retard. Je connaissais par leur nom 3 des employés qui réapprovisionnaient les étagères. J'en connaissais 2 depuis l'époque précédant l'ouverture de la succursale d'Eastlake. Je me suis arrêté pour demander à l'une d'elles des nouvelles de sa mère, hospitalisée la semaine précédente. Elle m'a dit que sa mère était rentrée et qu'elle allait mieux. Je lui ai dit que j'en étais ravi. Voilà à quoi ressemble le nom de Gibson lorsqu'il tient sur ses propres jambes. Pas un document, pas un chiffre. Des gens qui savent qu'ils peuvent me regarder dans les yeux un mardi matin. Mon téléphone a vibré à 8h43. Ston. Il m'a annoncé que la lettre était partie ce matin-là. Je suis entré dans mon bureau à l'arrière du magasin et j'ai fermé la porte. La lettre, m'a-t-il expliqué, accomplissait 3 choses. Elle présentait le testament authentifié, dûment exécuté, signé par 2 témoins vérifiables, notarié et déposé auprès du tribunal des successions du comté de Jefferson avant que Norbert ne rende son dernier soupir. Accompagné des documents établissant chaque élément de sa validité, le document falsifié que Danny avait produit à la fête d'anniversaire n'était pas seulement invalide. Mesuré à l'aune de ce qui avait déjà été déposé, il était de nature criminelle. La lettre faisait ensuite référence au cadre de preuve ADN, notant que si une demande en recherche de paternité devait se poursuivre, la question ferait l'objet d'un test formel ordonné par le tribunal. Elle n'en disait pas plus à ce sujet. Il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Le dernier paragraphe indiquait qu'il existait des documents supplémentaires concernant des communications directes entre le défunt et la destinataire. Ces documents avaient été préservés dans leur intégralité et étaient à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Ston n'a pas décrit la nature de ces communications. Il n'avait pas besoin de le faire. Il m'a dit que tout avocat examinant ce paragraphe comprendrait précisément ce à quoi il faisait référence et ce que cela signifiait pour l'exposition de sa cliente. Puis il a mentionné un fait supplémentaire. L'avocat de Dany avait appelé moins d'1 heure après la réception de la lettre, non pour y répondre, mais pour vérifier. Il voulait confirmation que le numéro de dépôt de succession mentionné dans la lettre était réel. Il l'était. Il voulait confirmation que les témoins étaient identifiables et disponibles. Il l'était. Il voulait confirmation que les pièces justificatives existaient. C'était le cas. Après cela, je suis resté assise dans mon bureau un moment après qu'il eut fini de parler. Puis je suis retourné sur le terrain et j'ai terminé ma tournée. Le lendemain matin, Ston a appelé avant que j'aie terminé mon café. Il m'a dit que l'avocat de Dany avait de nouveau contacté son bureau. L'avocat disait que sa cliente souhaitait discuter d'une résolution, une conversation de règlement, le genre d'appel que l'on passe quand on a lu une lettre de manière assez approfondie pour comprendre que le sol sous ses pieds s'est dérobé. Ston lui a répondu qu'il n'y avait rien à négocier. Il a affirmé que la réclamation sur la succession était frauduleuse. Les documents établissant ce fait étaient parfaitement en ordre et sa cliente serait en contact concernant les étapes suivantes. L'avocat a demandé ce que signifiaient les étapes suivantes. Ston a marqué un silence. Puis il a mis fin à l'appel. Dans les jours qui ont séparé la fête d'anniversaire de la lettre, Dany n'est pas restée silencieuse. Elle publiait avec précaution. Rien qui ne me nomme directement, rien qui ne fasse référence à la succession, au testament ou à une quelconque revendication précise pour laquelle elle pourrait être poursuivie en justice, mais suffisamment de publications sur la vérité qui finit par faire surface. Sur ce que les femmes portent seules pendant trop longtemps, sur le fait d'obtenir ce qui nous est dû. Birmingham lit entre les lignes comme la plupart des villes lisent les gros titres, rapidement, en profondeur et en retenant tout. Ses abonnés comprenaient le sous-texte. Leurs commentaires lui prouvaient qu'ils l'avaient saisi. Elle a publié 4 fois en 3 semaines, et chaque publication a atterri dans notre cercle social commun comme une pierre jetée dans une eau calme. Puis, la lettre de Ston est arrivée au bureau de son avocat, et elle s'est murée dans un silence absolu. Plus de publications, plus de déclarations, pas d'appel vers moi, pas de messages, pas d'amis communs envoyés en émissaire. 10 jours de néant là où il y avait eu des actes réfléchis et calculés. J'ai remarqué ce silence de la même façon qu'on regarde l'arrêt soudain d'un bruit que l'on entend depuis des semaines. Cette absence avait sa propre texture. J'ai reconstitué depuis lors ce à quoi ces 10 jours ont ressemblé de son côté, et je veux vous l'exposer car je pense que c'est important. Son avocat a lu cette lettre, puis il s'est assis avec Dany pour la lui expliquer de la manière dont les avocats expliquent les choses quand les nouvelles ne sont pas bonnes, méthodiquement, sans en adoucir la portée. Car ménager le client à ce stade ne fait que retarder la panique plutôt que de la prévenir. Il aurait commencé par le testament. Le document qu'elle avait apporté à cette fête d'anniversaire et posé sur une table devant 12 personnes n'était pas simplement une falsification qui avait échoué. C'était un délit pénal qu'elle avait commis publiquement. La production d'un faux testament en Alabama est une infraction pénale. Elle l'avait fait en présence de témoins qui avaient déjà parlé à des personnes, lesquelles en avaient parlé à d'autres, à travers une ville qui se souvient de tout. Il n'existait aucune version de ce document qui ne soit pas un problème pour elle. Ensuite, la référence à l'enregistrement. Tout avocat digne du diplôme accroché à son mur lit un paragraphe concernant des documents préservés de communication directe et comprend immédiatement ce que cela signifie. Si cette conversation existait sur bande et que la lettre en informait son avocat, elle venait de livrer des preuves à la partie adverse tout en croyant négocier en position de force. Puis, le cadre de preuve ADN. La lettre avait été claire. Toute demande de paternité ferait l'objet d'un test officiel ordonné par le tribunal. Son avocat lui aurait expliqué ce que cela signifiait en langage clair. Il connaissait suffisamment le paysage juridique pour comprendre que si Presswood évoquait un protocole ADN avec un tel niveau de confiance, le résultat avait peu de chances d'être celui dont Dany avait besoin. 3 fronts, une exposition pénale d'un côté, une exposition civile de l'autre, et l'incertitude trônant directement au milieu. À un moment donné durant ces 10 jours, elle a tenté une fois de reprendre le contrôle. Une connaissance commune m'a raconté plus tard que Dany avait discrètement contacté l'un des invités de la fête d'anniversaire. Non pas pour parler de la succession, pas directement. Elle voulait simplement savoir qui s'était exprimé après coup et ce que les gens disaient. La réponse ne fut visiblement pas celle qu'elle espérait,
car elle n'a plus jamais contacté un autre invité. Ce détail m'est resté en tête. C'était le premier signe qu'elle avait cessé d'agir comme une femme qui avance ses pions, pour commencer à agir comme une femme qui évalue les dégâts. Le 9e jour, une amie commune m'a appelé. Elle m'a demandé si tout allait bien entre Dany et moi, ajoutant qu'elle avait remarqué une certaine distance entre nous et qu'elle voulait prendre des nouvelles. Sa voix portait cette douceur particulière d'une femme qui soupçonne quelque chose mais espère se tromper. Je lui ai dit que tout allait bien. J'ai ajouté que je gérais des questions de succession qui réclamaient mon attention. Je l'ai remerciée pour son appel. Elle s'est contentée de cette explication. Je ne l'ai pas détrompée dans son hypothèse selon laquelle c'était le genre de différend qui finirait par se résoudre entre deux vieilles amies. J'ai appris que Birmingham n'a pas besoin de tout savoir pour comprendre quelque chose. La ville observait déjà. Elle verrait ce qu'elle avait à voir le moment venu. Le silence de Dany n'était pas la paix. Je le savais pertinemment. C'était l'intervalle entre deux tempêtes, le souffle retenu d'une femme acculée cherchant dans quelle direction s'échapper. J'avais déjà muré toutes les portes possibles. Mais je restais vigilante, car une femme acculée ne se rend pas toujours. Parfois, elle trouve une issue qui vous a échappé. Je viens au cimetière tous les mardis, non pas parce qu'on me l'a demandé. Non pas parce que le deuil suit un calendrier que l'on m'aurait remis. Je viens parce que le mardi était le jour de son rendez-vous régulier avec Ston durant ces derniers mois. Le jour où il rentrait à la maison avec son bloc-notes et son épuisement silencieux pour s'asseoir à la table de la cuisine et passer en revue tout ce qui devait l'être. Le mardi est devenu le jour où le travail s'accomplissait. C'est aujourd'hui le jour où je viens lui dire ce que produit ce travail. Je veux vous parler de ce qu'il a choisi de faire du temps qui lui restait. Lorsque le diagnostic de Norbert est tombé, c'était le genre d'annonce qui n'offre aucune négociation. Pancréatique, agressif, le genre de cancer qui vous indique exactement combien de temps il vous reste avant d'en voler encore un peu plus. Ce qu'il ne pouvait pas lui dicter, c'était ce qu'il devait faire de ce temps. Cette partie-là relevait de sa décision. Il a choisi de l'employer à me protéger. Je l'ai vu restructurer des actifs des jours où il était trop fatigué pour manger un repas complet. Assis à cette table avec des documents devant lui, lisant chaque page avec la concentration d'un homme qui comprenait que sa signature sur la bonne ligne avait plus de valeur en cet instant que son confort. Je l'ai vu se rendre en voiture au bureau de Ston pour des réunions alors que son corps subissait des choses que je ne décrirai pas en détail, car les détails de ce que son corps a enduré pendant ces mois-là lui appartiennent et n'appartiennent pas à cette histoire. Je l'ai vu réaliser cet enregistrement avec Dany. S'asseoir dans notre cuisine, garder une voix calme, jouer le rôle d'un homme inquiet plutôt que celui d'un homme qui montait un dossier, tout en gérant des effets secondaires de la chimiothérapie qui aurait cloué la plupart des gens au lit pendant une semaine. Il ne s'est pas plaint une seule fois, pas auprès de moi, de rien du tout. Ce que je n'avais pas pleinement compris avant la toute fin, c'est qu'il ne faisait pas cela par culpabilité. Il avait dépassé la culpabilité dans les mois qui s'étaient écoulés entre la confession et le travail. Il le faisait parce qu'il avait décidé, avec toute la clarté à laquelle parvient un homme mourant, que la dernière chose qu'il laisserait dans ce monde serait elle, c'est-à-dire moi debout sur un sol solide. Le dernier dimanche matin, et était trop faible pour sortir du lit. Je me suis réveillé et la cuisine était silencieuse d'une manière qui m'a révélé ce que j'allais trouver avant même que j'atteigne la cafetière. Je me suis dirigé vers notre chambre. Il était allongé sur le dos, regardant le plafond de cette façon qu'il avait lorsque son esprit était dans un endroit inaccessible. Il a tourné la tête quand je suis entré. Il m'a dit qu'il était désolé pour le café. Je lui ai dit d'arrêter. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit qu'il avait besoin de savoir que j'allais m'en sortir. Non pas comme une formalité, mais comme un homme qui a besoin de se raccrocher à une seule chose vraie avant de lâcher tout le reste. Je me suis assise sur le bord du lit. Je lui ai dit que nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir. La fiducie, le testament, le dépôt, l'enregistrement, chaque pièce était exactement là où elle devait être. Je le lui ai dit de la manière dont il avait besoin de l'entendre, non comme une garantie absolue, car aucun de nous deux ne pouvait contrôler ce que les autres feraient ensuite, mais comme une promesse que, quoi qu'il arrive, je ne l'affronterais pas sans préparation dans la maison que nous avions bâtie ensemble. Il a dit qu'il savait. Il a dit qu'il avait juste besoin de m'entendre le dire à haute voix dans cette maison. Je lui ai dit que j'allais faire bien plus que m'en sortir. Je lui ai dit que j'allais être exactement ce que nous avions construit ensemble. Il a fermé les yeux. Il a souri.
Je me tenais sur sa tombe ce matin et je lui ai dit que le travail accomplit ce que nous l'avions conçu pour faire. Et puis je lui ai dit la chose que je viens lui dire chaque mardi, que je garde ce dernier sourire dans un endroit qu'aucun tribunal ne peut atteindre, qu'aucun faux ne peut contester, et qu'aucune femme qui s'est tenue sur mon porche arrière en prétendant être fatiguée ne pourra jamais toucher. Il y a des choses que Danny Mutton ne pourra jamais posséder. Ce sourire en fait partie. Ce matin, je me suis assise en bout de table dans la salle de conférence de Woodlawn avec mes directeurs de magasins et nous avons passé en revue les projections d'inventaire du 3e trimestre, comme je le fais chaque mois. Un directeur s'inquiétait du calendrier de réception de West End. Un autre avait besoin d'une approbation pour un ajustement d'effectifs sur le site d'East Lake. Nous avons traité les deux questions en moins de 40 minutes et j'ai renvoyé tout le monde dans les rayons. Voilà à quoi ressemble l'Empire Gibson par un jeudi ordinaire. 4 magasins, du vrai travail, de vraies personnes qui dépendent des décisions prises autour d'une table à Birmingham. Je veux vous raconter exactement ce que Danny pensait affronter, puis je veux vous révéler ce qui s'y trouvait réellement. La première erreur que font les gens lorsqu'ils entendent un chiffre comme 150 millions de dollars est de supposer qu'il provient des supermarchés. Ce n'est pas le cas. La chaîne de supermarchés d'Ansley, East Lake, Woodlawn et West End a été bâtie avant mon mariage. Chaque dollar du capital initial provenait de moi. Chaque négociation de bail, chaque relation fournisseur, chaque décision d'embauche au cours de ces premières années était de mon ressort. Lorsque Norbert et moi nous sommes mariés, l'entreprise existait déjà. Elle est entrée dans le mariage comme un bien propre, et elle l'est restée tout au long de notre union. La valeur combinée de la marque et des actifs immobiliers s'élève à environ 12 millions de dollars. Cet actif n'a jamais été en jeu. Il n'a jamais appartenu à Norbert, et il ne pouvait le léguer à personne. La fortune de Norbert provenait de l'immobilier commercial. Bien avant la fête d'anniversaire, bien avant le diagnostic, et bien avant que Danny ne décide d'exiger une part de nos vies, Norbert avait passé des décennies à acquérir des propriétés commerciales dans les comtés de Jefferson et de Shelby. Certaines parcelles avaient été achetées durant des périodes de récession, quand peu de gens en voulaient. D'autres avaient été acquises par le biais de partenariats de développement qui avaient mûri sur des années plutôt que sur des mois. 17 propriétés ont finalement constitué ce portefeuille. Des immeubles de bureaux, des ensembles à usage mixte, des centres commerciaux et 2 projets majeurs que Norbert avait menés à bien dans les dernières années de sa carrière. Plusieurs d'entre eux se trouvaient sur des terrains achetés des années avant l'expansion des zones commerciales environnantes. Ce qui n'était au départ que des acquisitions ordinaires a pris une valeur spectaculaire à mesure que Birmingham se développait tout autour. Des évaluations indépendantes réalisées lors de la restructuration de la fiducie ont estimé le portefeuille immobilier combiné à un peu plus de 132 millions de dollars. Ce portefeuille, ainsi que 3 comptes d'investissement et 2 propriétés indépendantes supplémentaires, ont été transférés dans la fiducie de la famille Gibson 13 mois avant le décès de Norbert. J'en suis l'unique fiduciaire. Ston a géré ce transfert avec une priorité absolue au-delà des aspects purement techniques, le choix du moment. Au moment même où chaque transaction a été exécutée, Danny Mutton n'avait déposé aucune réclamation légale contre la succession de Norbert. Elle n'avait aucun statut de créancière d'aucune sorte. Elle était, sur le papier, une simple citoyenne sans lien juridique avec l'un ou l'autre d'entre nous. Ce calendrier n'avait rien d'accidentel. Ston l'a explicitement consigné dans les registres de transfert car il avait anticipé, dès notre première réunion autour de la table de la cuisine, que quelqu'un finirait par invoquer un transfert frauduleux. Ces documents ont rendu cet argument inapplicable avant même qu'il ne puisse être formulé. Le testament authentifié a été exécuté 8 mois avant la mort de Norbert. 2 témoins, tous 2 résidents de Birmingham, tous 2 identifiables, sans aucun lien avec un quelconque litige ou partie intéressée, devant une notaire agréée de l'Alabama dont les accréditations sont enregistrées. Il a été déposé auprès du tribunal des successions du comté de Jefferson la semaine de la mort de Norbert. Chaque élément de son exécution est documenté et vérifiable. Laissez-moi maintenant vous parler du document que Danny a apporté à cette fête d'anniversaire. Ston l'avait dans son bureau moins de 48 heures après la fête. Il a identifié la falsification avant la fin de cette même semaine. La date de notarisation figurant sur le document précédait de 11 mois l'obtention de la licence de la notaire en Alabama, ce qui signifie que la notaire dont le sceau apparaissait n'était pas autorisée à authentifier quoi que ce soit dans cet état à la date indiquée par le document. Aucune des signatures des témoins ne correspondait à une personne ayant un lien vérifiable avec la maison des Gibson. La mise en page du document présentait une incohérence dans l'entête,
qui provenait d'un modèle de testament juridique disponible publiquement sur Internet. Le genre de modèle qui semble correct à quelqu'un qui n'a jamais vu d'acte successoral exécuté, mais qui saute aux yeux de quiconque a passé 30 ans à en lire. Tel fut le bilan de Ston. Je lui ai demandé plus tard s'il avait pris du plaisir à le rédiger. Il m'a répondu qu'il avait trouvé cela instructif sur le plan professionnel. Dani avait passé 2 ans à échafauder son projet. Elle avait construit patiemment, avec plus de calculs que la plupart des gens ne lui en prêteraient. Elle est arrivée à cette fête d'anniversaire en se croyant en position d'ouvrir une porte. Cette porte avait été murée de l'intérieur bien avant qu'elle ne lève la main pour y frapper. Elle a apporté un document à une fête d'anniversaire. J'avais déposé le véritable testament auprès du tribunal des successions des mois avant que Norbert ne rende son dernier soupir. 5 semaines après la fête d'anniversaire, Ston m'a appelé un mercredi après-midi, alors que j'examinais des contrats de fournisseurs à mon bureau d'Ancelet. Il m'a annoncé qu'un homme nommé Cassel Beaumont avait contacté son étude. Il disait disposer d'informations relatives à la demande de paternité de Dani Mutton et solliciter un rendez-vous. J'ai posé le contrat que je tenais. Je savais qui était Cassel Beaumont. Je l'avais rencontré 2 fois. Une fois lors d'un barbecue organisé par Dani il y a 4 étés, et une autre fois lors d'un dîner d'anniversaire d'une amie commune l'année suivante. C'était le genre d'homme dont on se souvient comme étant agréable sans pouvoir se rappeler d'une seule parole spécifique de sa part. Convenable d'une manière qui n'attirait pas l'attention. Posé d'une façon que Dani avait toujours décrite comme le problème. Elle disait qu'il n'avait aucune ambition qui corresponde à la direction qu'elle essayait de prendre. Elle avait cessé de le voir quelque temps avant de commencer à exécuter son plan. Je comprenais à présent qu'elle était déjà en train de bâtir sa stratégie. Je n'avais pas pensé à Cassel Beaumont depuis des années. J'ai dit à Ston de le rencontrer et de m'appeler ensuite. L'appel est arrivé le lendemain après-midi. Ston a exposé les faits comme il le fait toujours, de manière séquentielle, sans aucun commentaire éditorial, laissant les faits porter leur propre poids. L'annonce de la fête d'anniversaire avait circulé à Birmingham de la façon dont l'information circule dans cette ville, rapidement et par l'intermédiaire des personnes exactes qu'il fallait atteindre. Un invité en avait parlé à un ami. Cet ami en avait parlé à un collègue de travail. Cette personne l'avait mentionné à une femme que Cassel fréquentait depuis quelques mois. Elle le lui avait répété le soir même. Il avait appelé Dani avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Elle n'avait pas décroché. Il avait rappelé 3 fois de plus en l'espace de 2 jours. Elle n'avait pas répondu une seule fois. Puis une autre source dont Ston n'a pas cité le nom et je ne l'ai pas demandé a révélé à Cassel quelque chose qui a tout redéfini. Dani avait raconté à son entourage, à l'époque où cela s'était produit, qu'elle avait perdu le bébé. Elle l'avait dit directement à Cassel. Il avait pleuré cette perte en silence, de la manière dont les hommes réservés vivent leur drame personnel, et avait continué sa vie en croyant que son enfant n'avait pas survécu. Sa fille vivait à Birmingham depuis 14 mois. On ne lui avait jamais dit qu'elle existait. Il ne l'avait jamais prise dans ses bras. Il avait passé près de 2 ans à porter un deuil fabriqué de toutes pièces spécifiquement pour l'empêcher de poser des questions auxquelles Dani ne pouvait se permettre de répondre. Ston s'est tué et a attendu. Je suis restée silencieuse face à ces révélations un instant avant de répondre, non pas parce que j'étais surprise. Je savais que Cassel était probablement quelque part dans la nature, je savais que le vrai père existait et qu'il finirait par faire surface dès que l'argent rendrait le silence dangereux. J'avais anticipé sa venue. Ce que je n'avais pas pleinement anticipé, c'était la nature précise de sa fureur lorsque Ston me l'a décrite. Ce n'était pas un homme qui courait après un héritage. C'était un homme à qui l'on avait volé la première année de vie de sa fille et qui voulait la connaître. J'ai reconnu cela. Je l'ai reconnu d'une manière que je n'ai pas expliquée à Ston, car cela ne le concernait pas. J'ai passé des années à comprendre ce que signifie vouloir un enfant sans pouvoir en avoir. Je connais le poids spécifique de ce désir. Je sais ce qu'il fait à une personne au fil du temps, en silence, dans les recoins que personne d'autre ne voit. Cassel Beaumont avait une fille de 14 mois et on ne lui avait jamais donné la moindre chance de la choisir. J'ai dit à Ston de le laisser entamer les démarches pour faire valoir ses droits parentaux. Je lui ai dit que le résultat d'ADN que je détenais rendrait cette voie évidente une fois que le tribunal aurait ordonné son propre test, et que le résultat légal aboutirait exactement là où le mien se trouvait déjà. Ston a souligné que la requête de Cassel détruirait formellement le dernier pilier de la revendication de Dani. J'ai répondu que je le savais. J'ai précisé que ce n'était pas la raison.
J'ai dit que cet enfant méritait un père qui la cherchait. Et que je n'allais pas être l'obstacle qui l'empêcherait d'en avoir un. Cette semaine après la fête d'anniversaire, les choses ont commencé à s'enchaîner de la manière dont elles s'enchaînent lorsqu'elles ont été méticuleusement préparées pour aller dans une direction donnée. Je veux vous décrire les 2 semaines qui ont suivi, car chaque élément s'est mis en place dans un ordre déterminant. Ston a déposé la plainte civile pour fraude contre Danny dans le comté de Jefferson un mardi matin. Falsification de testament, réclamation frauduleuse sur la succession. Les 2 chefs d'accusation étaient documentés, étayés et enregistrés dans le domaine public avant midi. Dès le lendemain matin, la communauté juridique et d'affaires de Birmingham en était informée. C'est parce que 3 personnes dont l'univers professionnel croise le mien ont appelé pour poser des questions mesurées avec des mots choisis, ce genre de langage que les gens emploient lorsqu'ils veulent obtenir des informations sans en avoir l'air. Je leur ai répondu que je n'avais aucun commentaire à faire sur des affaires juridiques en cours. Cela a suffi. Le dépôt de plainte disait tout ce qu'il y avait à dire. Le réseau professionnel de Danny, qui observait la situation en silence depuis la fête d'anniversaire, a entamé son propre revirement. Je n'avais pas besoin d'en connaître les détails pour en comprendre le sens. À Birmingham, un dépôt de plainte pour fraude rendu public n'est pas une affaire privée. C'est une conversation qui a lieu sans vous, dans des salons où vous n'êtes plus invité. 3 jours plus tard, l'avocat de Cassel a déposé la requête pour établir la paternité et ses droits parentaux. Le tribunal a planifié un test d'ADN officiel, procédure standard légalement requise avant toute décision de garde. Je raconte cette partie avec ce que je ne peux décrire que comme une connaissance d'initié. Le tribunal s'apprêtait à passer plusieurs semaines à rattraper des informations qui dormaient tranquillement dans les dossiers de Ston depuis plus d'1 an. Puis s'est produit un événement auquel je ne m'attendais pas. Danny a publié un message. Pas directement sur moi, ni directement sur la succession, mais une déclaration soigneusement pesée sur le harcèlement, sur des personnes puissantes instrumentalisant leurs ressources contre des femmes qui osaient dire des vérités dérangeantes, sur des intimidations déguisées en procédure légale. La publication est restée en ligne moins de 24 heures, mais 24 heures ont suffi. Les gens se sont posé des questions. Puis d'autres ont commencé à lire les véritables documents déposés au tribunal. Le message avait disparu le lendemain matin. Ce fut son dernier geste public. C'est alors que la lettre est arrivée. L'avocat de Danny l'a envoyé à Ston un jeudi. Sa cliente était disposée à retirer l'intégralité de ses réclamations successorales. En échange, elle demandait que la succession Gibson s'engage à ne pas fournir les preuves existantes aux forces de l'ordre ou à ne pas entamer d'autres poursuites concernant la demande de succession contestée. Aucune reconnaissance de responsabilité ne figurait dans la lettre. Aucun mot d'explication pour le document qu'elle avait apporté à la fête d'anniversaire. Aucune mention de l'enregistrement, de la recherche de paternité ou des 2 années d'exigence formulées à l'encontre d'un homme mourant. Simplement un chiffre d'un côté de la balance, et une requête de l'autre. Ston me l'a transmise le soir même. Je l'ai lue à la table de ma cuisine. Cette table a accueilli plus d'épisodes de cette histoire que n'importe quelle autre surface de mon existence. Le bloc-notes de Ston la semaine après les aveux. L'enregistreur que Norbert portait quand Danny est venu chez nous en se pensant en position de force. Le café qui n'avait pas été préparé ce dernier dimanche matin. Et maintenant ceci. Une lettre d'un avocat représentant une femme qui voulait s'acheter une immunité face aux conséquences, en utilisant la même monnaie d'échange qu'elle avait utilisée avec tous ceux dont elle avait eu besoin. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai posé. J'ai appelé Ston et lui ai dit de refuser. Il m'a demandé si je souhaitais reconsidérer ma position. Je lui ai répondu que non. Danny n'offrait pas la paix. Elle offrait une sortie, une transaction structurée pour se prémunir du dossier tout en laissant l'historique de ses actes intacts. C'était la même manœuvre qu'elle avait employée avec Norbert lorsqu'elle avait pris son argent tout en conservant son moyen de pression. La même qu'elle avait faite avec Cassel lorsqu'elle avait fabriqué sa détresse tout en lui cachant sa fille. Elle avait passé des années à convertir la confiance des autres en arrangements qui ne servaient qu'elle. Je refusais désormais de faire partie de ces arrangements. Le lendemain matin, Ston a formellement notifié à l'avocat de Danny que l'offre était rejetée. Quelques jours plus tard, il a réuni toutes les pièces justificatives et a transmis un dossier de signalement pénal aux autorités compétentes pour examen. Testament falsifié, extorsion, chaque pièce jointe, chaque communication consignée, chaque allégation appuyée par les preuves que nous avions passé plus d'1 an à collecter.
Je n'ai pas ressenti de triomphe lorsqu'il m'a annoncé que le dossier avait été transmis. J'ai éprouvé un sentiment plus silencieux et plus durable. Il y a une différence entre la vengeance et la reddition de comptes. La vengeance appartient à celui qui l'exerce. La reddition de comptes appartient aux faits. Je ne me suis jamais soucié de ce qui m'appartenait dans cette histoire. Je ne me suis jamais soucié que de ce que relate le dossier officiel. 2 mois après la fête d'anniversaire, j'observe la situation depuis la vie à laquelle je suis retourné. Je veux être précise sur ce point. Retournée, et non reconstruite. Ma vie n'avait pas besoin d'être reconstruite. Elle avait besoin d'être défendue. Cette défense est aujourd'hui achevée. Ce que j'ai maintenant, c'est la même vie qu'avant que Dany ne franchisse le seuil de cette salle dans sa jolie robe, armée d'un faux document et d'un plan échafaudé depuis 2 ans. La différence est que je connais à présent, avec une clarté que je n'avais pas avant, la valeur exacte de cette vie et le prix exact qu'il a fallu payer pour la protéger. Voici ce qu'est devenu l'univers de Dany au cours des 8 semaines qui ont suivi la transmission du signalement pénal. Son employeur a pris connaissance de la plainte civile et des allégations qui y étaient jointes via les registres publics. Dany travaillait dans la vente pharmaceutique, un secteur qui exige des accréditations professionnelles, des enquêtes de moralité et le genre d'intégrité indiscutable que des accusations publiques de fraude compromettent immédiatement. Son employeur a ouvert une enquête interne. J'ignore si cette enquête finira par affecter son poste. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'une mise à pied administrative a débuté peu de temps après et qu'elle se poursuit encore au moment où je raconte cette histoire. Le dépôt de plainte publique avait soulevé des interrogations que son employeur ne pouvait pas ignorer. Son cercle social s'est rétréci comme les cercles se rétrécissent à Birmingham, rapidement et sans annonce officielle. L'ami qui m'avait appelé il y a 6 semaines pour me demander si tout allait bien entre nous a désormais vu les documents publics. Elle n'a plus rappelé. Les invités présents à l'anniversaire, qui ont vu Dany se tenir dans cette salle décorée et présenter un faux document comme la vérité, ont déposé auprès de l'enquêteur de Ston. Leurs témoignages font désormais partie du dossier de la procédure civile. Les publications sur les réseaux sociaux concernant la vérité, la justice et ce que méritent les femmes ont toutes été supprimées. Absolument toutes. Le silence qui remplace aujourd'hui sa présence publique est plus assourdissant que tout ce qu'elle y avait jamais écrit. Le test ADN ordonné par le tribunal est revenu il y a 10 jours. Cassel Beaumont est bien le père biologique de Sharelle. La probabilité est concluante. Le même terme que celui utilisé par le rapport privé il y a 13 mois. La même certitude que je conservais dans un dossier du bureau de Ston depuis l'époque où Sharelle ne savait pas encore marcher. Pour l'ensemble du bureau de Ston, ce résultat légal n'était qu'une formalité, une confirmation de ce que les documents reflétaient déjà. Pour Cassel, c'était la première vérité qu'on lui présentait en 2 ans. J'ai pensé à cela quand Ston m'a informé. J'ai pensé à ce que désigne passer 2 ans à faire le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Porteur, une perte qui a été inventée de toutes pièces dans le seul but de vous empêcher de poser les bonnes questions. Découvrir par le biais d'une décision de justice un mardi après-midi que sa fille est vivante, qu'elle marche et apprend ses premiers mots dans une ville que l'on traverse chaque jour en voiture. Sa requête visant à établir ses droits parentaux est passée à l'étape suivante. Le tribunal a initié une évaluation de garde. Cette étape est importante, je veux donc en parler avec mesure. Une évaluation de garde n'est pas une punition automatique parce qu'une mère a menti. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les tribunaux, et ce n'est pas ainsi qu'on doit traiter les enfants. Il s'agit d'une procédure formelle utilisée lorsque les droits parentaux, la garde et l'intérêt supérieur d'un enfant doivent être clarifiés après que la paternité a été légalement établie et que de graves préoccupations ont été consignées au dossier. Le passif de Dany ne déciderait pas de l'issue à lui seul, mais il serait examiné. Son discernement serait évalué. Le fait qu'on ait dit à Cassel que son enfant n'avait pas survécu serait pris en compte. La fausse réclamation successorale, la présentation publique d'un testament falsifié et la série de tromperies autour de l'identité de Sharelle deviendraient autant d'éléments de la question fondamentale à laquelle le tribunal devait répondre, non pas « qui mérite d'être puni ?» L'évaluation prendra le temps qu'il faudra. Le dossier parlera de lui-même. Je n'ai pas adressé la parole à Dany depuis la fête d'anniversaire. Je n'ai pas l'intention de le faire. Tout ce qui devait être dit entre nous a été dit par les canaux appropriés, par des professionnels dont le métier est de s'exprimer avec précision. Plus rien ne réclame ma parole directe. Je veux dire une chose avec soin, car je la pense exactement telle que je la formule. Je ne hais pas Dany Mutton.
la haine exigerait que je continue de lui concéder de l'espace dans mon propre esprit. Un espace que j'ai déjà entièrement récupéré, mesuré et reconquis. Elle a été évaluée, documentée et traitée. Ce qu'elle a fait appartient désormais aux archives publiques du comté de Jefferson. C'est laquelle réside désormais dans ma vie. J'ai d'autres projets à bâtir. Et j'ai bien l'intention de les mener à bien. Les arbres le long de la route du cimetière commencent à changer de couleur. Je l'ai remarqué ce matin en arrivant. Les contours des feuilles se teintent d'ambre et de cuivre comme Birmingham sait le faire en octobre, discrètement et sans préavis, comme si la saison avait décidé de s'installer alors que personne ne regardait. Je viens ici tous les mardis depuis 3 mois. J'ai vu cette route passer du vert de l'été à une nuance plus authentique. 3 mois après la fête d'anniversaire, l'appareil judiciaire fait ce qu'il est censé faire lorsqu'il a été correctement articulé. Il avance sans que j'aie besoin de le pousser. La requête de Cassel concernant ses droits parentaux a été validée au niveau préliminaire il y a 2 semaines. Les visites encadrées ont commencé pendant que se poursuit l'évaluation complète pour la garde. La procédure prendra le temps qu'il faudra. Le dossier continuera de parler en son propre nom. Je n'ai assisté à aucune de ces étapes. Je tiens à le préciser. Ce que je sais de la première visite surveillée de Cassel, je l'ai appris parce qu'il a appelé le bureau de Ston 4 jours après qu'elle a eu lieu. Il n'a pas appelé pour parler de stratégie, d'étapes futures ou de quoi que ce soit en rapport avec la procédure. Il a appelé pour dire merci, pour dire à Ston que le protocole de documentation d'ADN que son cabinet avait structuré avait rendu sa requête viable, qu'il comprenait que ce n'en était pas l'objectif premier et qu'il lui en était néanmoins reconnaissant. Ston m'a parlé de cet appel le lendemain. Il a ajouté que Cassel avait aussi décrit la visite. Il disait que Charelle a maintenant 15 mois. Il a dit que lorsqu'il lui a tendu la main, elle l'a regardé un instant puis a serré son doigt. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à cela. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à beaucoup de choses dans cette pièce. Une semaine plus tard, il y a eu une seconde visite. Ston l'a évoqué brièvement. Cassel était arrivé avec un petit éléphant en peluche. Rien d'extravagant, rien qui cherche à impressionner quiconque, juste un jouet qu'il pensait pouvoir plaire à une petite fille. Selon les notes de la personne chargée de superviser la visite, Charelle l'a gardé avec elle pendant la majeure partie du rendez-vous. Ce détail est resté gravé en moi pour des raisons que je ne m'explique pas tout à fait. Non pas pour le jouet, mais parce que c'était ordinaire. La première visite relevait du choc. La seconde appartenait à la vie de parents. Je vis avec cette image depuis que Ston m'en a parlé. Un homme qui a passé 2 ans à pleurer un enfant qu'il croyait mort. Assis dans une pièce de visite surveillée à Birmingham, tendant la main à une petite fille de 15 mois qui n'avait aucune idée de qui il était. Et elle, tendant la main vers lui malgré tout, de cette façon qu'ont les jeunes enfants d'aller vers les choses sans calcul, sans passé, dénués de tout le poids que les adultes présents dans la pièce portaient en eux. Elle a simplement serré son doigt. J'ignore quel genre de père Cassel Beaumont se révélera être. Je veux le dire honnêtement. J'ignore si l'homme qui est entré dans cette pièce porté par la fureur et le chagrin saura être l'homme qui répond présent un mardi ordinaire, sans crise en toile de fond ni public pour l'observer. C'est là le véritable test de la parentalité. Non pas l'arrivée théâtrale, mais la suite invisible et banale. J'espère qu'il le réussira. Charelle mérite quelqu'un qui la choisisse lorsque plus rien d'urgent ne dicte ce choix. Elle mérite quelqu'un qui lui prépare le café, quelle que soit la forme que cela prendra pour elle. Ce petit geste répété qui dit « Tu es là, et je te choisis encore aujourd'hui, de la même manière que je t'ai choisi hier. » C'est ce que j'ai dit à Norbert ce matin. Je me tenais devant sa tombe dans la lumière d'octobre, et je lui ai parlé de ce doigt serré et de ce que j'espérais pour cette petite fille. Puis je lui ai confié ce que je cherche à formuler depuis le début. Le dossier est concrètement clos. Le signalement pénal est entre les mains du procureur. La procédure civile suit son cours devant les tribunaux. Le patrimoine est préservé, chaque propriété, chaque compte, chaque magasin dans chaque quartier se trouvant exactement là où nous les avions construits. Charelle a un père qui est venu la chercher. C'est plus que ce que sa mère lui a offert, et plus que ce qu'elle avait il y a 3 mois. Et j'ai retrouvé ma vie. Pas la même vie. Je veux être honnête à ce sujet. La vie que j'ai aujourd'hui possède des contours que la précédente n'avait pas, différentes aux endroits où la perte redéfinit la forme des choses. Norbert n'y est plus. Cette absence a une adresse définitive, mais elle m'appartient.
totalement et uniquement à moi. 6 mois après la fête d'anniversaire, je me suis réveillé avant que l'alarme ne retentisse. La maison était silencieuse de cette manière spécifique qu'elle a adoptée ces derniers temps, loin du silence creux des premières semaines où chaque pièce semblait attendre le retour de ce qui ne reviendrait plus. C'était un autre silence, un silence apaisé. Celui d'une maison qui a assimilé ce qui s'est déroulé en son sein et a fait la paix avec l'idée de continuer. Je me suis dirigé vers la cuisine dans la lumière naissante. J'ai tendu le bras vers le café, comme je le fais toujours. Machinalement, un automatisme ancré dans mon corps au fil de 11 années de dimanche matin. Ma main s'est arrêtée devant le placard. La même main. Le même placard, la même hésitation. Mais cette fois-ci, ce qui m'arrêtait n'était pas le chagrin. Je suis resté là un instant, tentant de nommer ce sentiment avec justesse. Cela m'a pris plus de temps que prévu. La sensation était plus paisible que le deuil, moins spectaculaire, dépourvue de la lourdeur si particulière au chagrin. J'ai fini par y reconnaître une forme de disposition à avancer, ce qui ne signifie pas qu'il ne me manque plus. Il me manque toujours, de cette manière singulière et irremplaçable dont vous manque l'être qui vous a connu avant que vous ne vous connaissiez vous-même tout à fait. Cette disposition est différente. C'est la certitude que continuer ne trahit pas ce que l'on a vécu. C'est ce que le deuil finit par réclamer de vous lorsqu'il a achevé la tâche pour laquelle il était venu. J'ai fait le café. Je me suis tenu près de la fenêtre, la tasse entre les mains, regardant Birmingham s'éveiller. Ma ville, les quartiers au cœur desquels j'ai bâti mes projets, Ansley, Eastlake, Woodlawn, West End, leurs portes s'ouvrant à 7 heures du matin, de la même façon qu'elles s'ouvrent chaque matin pour ces clients qui viennent depuis que j'ai ouvert la toute première enseigne. J'ai contemplé ce que j'avais construit et je l'ai reconnu comme on reconnaît une chose vraie, sans fioriture, sans artifice, sans avoir besoin que quiconque dans la pièce ne vienne me le confirmer. J'ai bâti quelque chose de réel. Et je suis toujours là pour le diriger. J'ai alors pensé à Norbert, non pas à son cancer, non pas à l'enregistrement ou aux documents de la fiducie, ni au testament authentifié déposé dans le comté de Jefferson, j'ai pensé à l'homme. À l'homme qui m'avait appelé 2 jours après une séance du conseil municipal qu'il aurait dû remporter et que j'avais bousculé, prétendant m'appeler au sujet du projet avant de buter sur sa première phrase sans que ni lui ni moi n'ignorions que le projet n'avait rien à voir là-dedans. À l'homme qui s'était assis dans 3 couloirs d'hôpital sans jamais faire de sa propre peine le centre de l'attention, qui avait compris qu'un chagrin partagé n'est pas un chagrin diminué de moitié, mais un chagrin dont on témoigne. Et qui avait choisi de témoigner du mien au lieu d'exposer le sien. À l'homme qui s'était installé à la table de la cuisine avec un enregistreur allumé sur son téléphone et un corps qui le trahissait de l'intérieur, préférant la reddition de comptes à toutes les solutions de facilité qui s'offraient encore à lui. Il n'était pas obligé de me le dire. Il l'a choisi. Ce choix lui a coûté, et il l'a assumé malgré tout. Il n'était pas un homme parfait. Je n'ai jamais eu besoin qu'il soit parfait. J'avais besoin qu'il soit honnête au moment où cela importait. Il est arrivé tardivement à cette honnêteté, mais il y est parvenu. J'ai eu un mari qui m'a aimé imparfaitement et m'a protégé totalement. J'ai eu une meilleure amie qui m'a envié en secret et m'a trahi délibérément. J'ai eu une vie qu'une personne venue pleurer mes fausses couches dans ma propre cuisine a failli me dérober. Et je suis toujours là, toujours en train de bâtir, portant toujours la vie que nous avons construite ensemble. Elle voulait simplement ce que je possédais. J'ai simplement dit, d'accord. Parce que ce que je possédais n'était pas de ces choses qu'elle pouvait un jour détenir. J'ai fini mon café. J'ai posé la tasse dans l'évier. J'ai pris mes clés.